on le présente souvent comme le plus grand génie artistique du XXe siècle, un homme qui a révolutionné la peinture et qui a changé à jamais notre manière de regarder le monde. J'ai nommé Pablo Picasso. Bref, un artiste à la productivité absolument hors norme et qui a même été célébré de son vivant comme une vraie superstar. Mais derrière son œuvre gigantesque, en fait, il y a un homme. Et derrière cet homme, il y a beaucoup de zones d'ombre. Alors je vous en prie, rapprochez-vous avec Alternarius. Parce que dans cette vidéo, on va pas seulement parler d'art, on va explorer la vie de Picasso sous un angle rarement mis en lumière. On va parler de ses débuts parisiens, de ses muses devenues prisonnières et de ses périodes de gloire lorsque l'Europe était en train de brûler. On va croiser des femmes amoureuses et brisées, des enfants sacrifiés et des amis abandonnés. Et on va voir aussi comment, ce cher Picasso a réussi à construire un empire, mais aussi tout ce qu'il a détruit à côté. Et aussi, je vais vous parler de ce qu'on n'apprend jamais dans les musées, à savoir des secrets qu'on a longtemps étouffés parce qu'il dérangeait la légende. Mais on commence par le commencement, l'enfance de Pablo Picasso. Et avant de devenir une gigastar de la peinture, sachez que Picasso, il a bien galéré avant de devenir connu. Parce que l'art, c'est fascinant, mais pour en vivre, c'est une toute autre histoire. Prenez par exemple là notre cobaye Gustave. Oui, lui aussi, il a décidé de se lancer dans la peinture. Et même s'il a des talents insoupçonnés pour la peinture, s'il n'a pas de réseau, qu'il n'a pas de galerie et qu'il n'a pas de visibilité, c'est un petit peu compliqué de se faire un nom, on est d'accord. Alors, il a eu une idée. Et c'est se créer une galerie en ligne grâce à Odoo, qui nous accompagne justement pour la vidéo. En fait, Odoo, c'est la plateforme de gestion tout en un et qui facilite la vie à des millions d'entrepreneurs et de passionnés. Et en tout, vous avez quand même accès à plus de 45 applications interconnectées ultra faciles à utiliser. Ça peut notamment vous aider pour la facturation, la comptabilité, le suivi de projet et bien plus encore. Et y compris pour la création d'une boutique en ligne. Bref, tout est centralisé et c'est super pratique. Et grâce à ça, Gustave, il a pu rapidement créer son propre petit musée en ligne, histoire de faire connaître son travail et de le vendre. Et du coup, avec Odoo, il suffit de quelques clics pour avoir une structure de boutique en ligne toute prête. D'ailleurs, niveau personnalisation, là c'est le top puisque vous pouvez réaliser un site complètement à votre image, que ce soit le texte, les photos, les couleurs, vous pouvez tout choisir. Il ne reste plus qu'à alors ajouter vos premiers produits, personnaliser la mise en page de votre catalogue et configurer votre boutique en ligne. Et justement, ça marche. Gustave là réalise ses toutes premières ventes. Et en plus, tout est intuitif, c'est super facile à prendre en main. On peut automatiser les factures, suivre les commandes, éviter les tâches répétitives. Bref, trop pratique. Et en bonus, sachez que la première application, elle est gratuite à vie, avec l'hébergement et le support en illimité. Et l'accès à l'ensemble des applications, ça commence à partir de 19,90 € par mois seulement. Donc, si vous voulez vivre de votre passion, qu'elle soit artistique ou autre, c'est peut-être le moment et Odoo pourrait vous permettre de vous accompagner dans tout ça. Et aussi de lancer votre commerce sans pression. Et si vous cliquez sur le lien en description, vous avez un nom de domaine personnalisé et offert pendant un an. Et qui sait, peut-être que Gustave aussi, il finira exposé dans un musée, quoi. Et en tout cas, maintenant qu'on a vu que devenir un artiste, ça n'avait rien d'une promenade de santé, revenons quand même sur Picasso et l'homme derrière la légende. Pablo Ruiz Picasso naît le 25 octobre 1881 à Malaga, la capitale provinciale de l'Andalousie. Vous savez, donc du coup, cette petite région là dans le sud de l'Espagne. Et c'est le premier fils de Maria Picasso, qui est une mère au foyer d'origine italienne et dont il va garder le nom. Et son père, c'est José Ruiz Blasco, qui est professeur de dessin, qui est aussi conservateur de musée et peintre à ses heures perdues. Et c'est justement lui qui va transmettre à son fils son amour pour le dessin. Et là, attention, il n'est pas question pour José d'apprendre à son fils n'importe quel type de peinture, quoi. Lui, il va le former au naturalisme. Donc voilà, en gros, c'est un style qui cherche à reproduire la nature le plus fidèlement possible, avec un max de détails. Bref, son père, José, il est très à cheval sur l'éducation artistique de son gamin. Et d'ailleurs, il est parfois très strict avec lui, parce qu'il devait faire de l'art sérieux. Ce qui est d'ailleurs assez ironique quand on sait que Picasso mettra toute son énergie à apprendre à dessiner comme un gamin, tout au long de sa vie. Chaque enfant est un artiste. Le problème, c'est de savoir comment le rester une fois adulte. Il m'a fallu 4 ans pour peindre comme Raphaël, mais toute une vie pour peindre comme un enfant. D'ailleurs, est-ce que vous saviez quel était le tout premier modèle de Picasso? Au début, quand il était petit, il s'est inspiré beaucoup de ses deux sœurs. L'une, elle s'appelait Dolores, elle était née en 84, et la deuxième, elle s'appelle Conception. Mais on l'a surnommée Conchita. Elle était née en 87, elle. Mais bon, on s'en fiche parce qu'en fait, le sujet préféré de Picasso, c'était de peindre un pigeon. En fait, son père, il était à fond sur les pigeons. Son fils, Picasso, il l'a été aussi par la force des choses, quoi. Et du coup, alors qu'il a que 8 ans, Picasso présente sa toute première peinture à l'huile nommée le Petit Picador jaune. Du coup, là, vous le voyez, sublime, incroyable. Et du coup, là, sur le tableau, on découvre un picador qui est un cavalier chargé de fatiguer les taureaux avec une pique lors des corridas. Alors oui, c'est assez surprenant pour un garçon de 8 ans, mais pour la défense de Picasso, en fait, la corrida, c'est un sport hyper populaire en Espagne, surtout à cette époque. Et cette fascination d'ailleurs pour les taureaux, on va la retrouver tout au long de sa carrière artistique, sous une facette d'ailleurs plus sombre. Parce que toujours est-il que à ce moment-là, son père prend conscience que Picasso a beaucoup de talent et que sa future carrière va devenir la priorité absolue de la famille. Et ainsi en 1891, José Ruiz, donc le papa, obtient un nouvel emploi à l'école des beaux-arts de La Corogne.
Et toute la famille va donc déménager dans le nord-ouest de l'Espagne. Et là, ce sera alors l'occasion pour notre petit Picasso d'avoir ses premiers vrais cours de peinture, ce qui marquera d'ailleurs le début officiel de sa formation artistique. Mais malheureusement, il y aura un drame qui va se produire pour sa famille 3 ans plus tard. En fait, c'est la plus jeune fille de la famille, Conchita, qui va attraper la diphtérie, qui est une maladie respiratoire en gros très très grave. Et Picasso, là, comme il va être désespéré à l'idée de perdre sa sœur, eh bien, il va passer une sorte de pacte avec Dieu. Parce qu'en échange de la survie de Conchita, il est prêt à arrêter la peinture à tout jamais. Alors que pourtant, c'est la chose qui le rend le plus heureux. Sauf que ce pacte-là ne suffira pas pour lui, et la petite va mourir alors peu de temps après. À ce moment-là, Picasso, il a tout juste 14 ans, et là, sa mentalité va changer. En fait, dorénavant, il se dit « Ok, maintenant, je suis mon seul maître, et je vais encore plus me mettre à fond dans la peinture. » Et la même année, hop, son père, il level up, et il va être muté à la prestigieuse école des Beaux-Arts de la Loggia à Barcelone. Et la famille Picasso déménage alors pour s'offrir un nouveau départ. Et là, ce sera une belle occasion pour le jeune Picasso de montrer toute l'étendue de son art, puisqu'il va pouvoir intégrer l'école où son père est enseignant. Mais c'est pas du pistonnage. En fait, Picasso, il a juste cartonné au concours d'entrée en présentant une œuvre en un jour, alors que d'habitude, les candidats ont un mois pour présenter un tableau. Et à ce moment-là, Picasso, il vit sa meilleure vie. Il est jeune, talentueux, et il vient de remporter une médaille d'honneur pour son tableau Science et Charité en 1896. Et il fera aussi la connaissance de celui qui restera son ami pendant 78 ans, Manuel Pallares, qui est lui aussi peintre. Et là, ensemble, les deux jeunes hommes vont louer un studio où ils passent leur temps à peindre. Et d'ailleurs, son ami Manuel, il va initier Picasso aux joies des bordels de Barcelone. Picasso, il a 15 ans, mais il va commencer à développer un intérêt assez vif pour la sexualité, qui est une thématique d'ailleurs largement représentée dans son art, et pas toujours de façon fun. Mais bon, ce sera aussi une période où Picasso va bouger pas mal à travers l'Espagne. Après un bref passage à Madrid, il revient à Barcelone avant de faire un petit tour par le village de Horta de San Juan, qui est le village d'enfance de son ami, où il dit qu'il a tout appris. Mais ce sera finalement une autre destination qu'il va choisir pour poser ses valises pour de bon, Paris. En fait, quand Pablo il débarque à Paris en 1900, il a alors 19 ans, et là c'est tout un monde qui s'offre à lui. Alors il n'a pas un rond, mais il a quand même la chance de pouvoir s'installer dans un petit atelier à Montmartre, et qui deviendra plus tard son repère avec tous ses copains artistes. Et dans ses bagages, il a ramené son meilleur souvenir d'Espagne, son nouveau meilleur ami, Carlos Casaremas, qui lui aussi est peintre, voilà. Et ensemble, c'est simple, ils vont faire les 400 coups. Ils vont découvrir les bonheurs simples de Paris, ils vont faire des sorties nocturnes arrosées d'absinthe, et aussi se balader dans les maisons closes ou alors dans les cabarets. Et c'est lors d'une de ces soirées que les deux hommes rencontrent Germaine Gargalo, qui est une modèle et danseuse du Moulin Rouge, qui est très populaire à l'époque, quoi. Et là, les trois, ils vont alors faire la fête ensemble, et ce, même si Germaine, elle est mariée. Alors d'un côté, Carlos, lui, il va tomber fou amoureux de Germaine, sauf que Picasso, lui, il va rester concentré sur son travail et sur son nouveau réseau professionnel. Il va alors vendre ses toutes premières toiles à des marchands d'art, notamment à Berthe Weil, qui sera d'ailleurs la première à lui faire confiance et à l'exposer en France. Et du coup, pour le travail, Picasso, il rentre en Espagne en emmenant avec lui son pote Carlos, histoire de lui changer un peu les idées, parce que Carlos, comme je l'ai dit, il est à fond sur Germaine, sauf que elle, elle est mariée, donc ça peut pas le faire. Mais hélas, ce sera malheureusement pas suffisant. Parce qu'à un moment, Carlos, il va rentrer à Paris et il va mettre fin à ses jours. Ce sera un 17 février 1901. Alors, ça paraît un peu étrange, mais en fait, de base, il était tellement mal qu'il a voulu tuer Germaine avec un pistolet. Sauf que comme il s'est loupé, il s'est retourné l'arme contre lui. Là, quand Picasso, il apprend la nouvelle, il est alors au fond du seau et il tombe en dépression. Avec Carlos, nous partagions tout. L'amour de la peinture, de la poésie, des femmes, même maintenant, nous partageons encore. C'est en pensant à Casaremas que je me suis mise à peindre en bleu. Là, Picasso est hyper affecté par la mort de son ami et il se replie alors sur lui-même. Et il va peindre alors la plupart de ses toiles en bleu. Ce sera vraiment pour lui le symbole de la mélancolie. Et d'ailleurs, ça sera la fameuse période bleue de Picasso. D'ailleurs, pendant cette période, il va peindre beaucoup de pauvres, de SDF et d'aveugles. Toujours sous la forme de personnages très fins, au visage un peu effrayant. Mais financièrement, c'est aussi un petit peu la dèche, parce que si son père il lui envoie des toiles et des tubes de peinture depuis l'Espagne, Picasso manque quand même de moyens. D'ailleurs, il est parfois même obligé de brûler de vieux dessins pour avoir de quoi se chauffer. Ou alors même de peindre par-dessus d'anciennes toiles parce qu'il il peut pas se payer du papier. C'est dire quand même que c'était pas simple. Bon, en tout cas, le temps passe et 6 mois après la perte de son ami, Picasso il est toujours hanté par le visage de Casaremas. Et il peint alors plusieurs toiles à sa mémoire, dont le très célèbre
la mort de Casaremas. Mais derrière cette période assez sombre de sa vie, Picasso cache quand même un secret. D'ailleurs, ce sera le premier d'une longue série. Car oui, en fait, après la mort de son ami, Picasso, il va en profiter pour avoir une liaison avec la fameuse Germaine. Celle-là même qui était à l'origine du mal-être de son pote et du coup de son suicide. Alors oui, parfois les sentiments amoureux, ça se contrôle pas et c'est plus fort qu'une histoire d'amitié, oui. Mais bon, disons qu'au niveau du timing, c'était pas ça quoi. D'ailleurs, c'est arrivé assez vite après la mort de Carlos. Et Picasso, il avait même quitté sa copine de l'époque, Odette, pour se mettre avec elle. En fait, c'était comme si d'un coup, Picasso s'était senti irrésistiblement attiré par Germaine, sachant qu'elle avait été vraiment un objet d'obsession pour son pote. Picasso, il avait réussi là où Carlos, il avait échoué. Et puis aussi, il faut le dire, mais Picasso, il aimait bien parader avec ses nouvelles conquêtes. Et il aimait bien le fait qu'on puisse le jalouser de fréquenter des jolies femmes, quitte à parfois blesser ses anciens partenaires. D'ailleurs, il ira même jusqu'à dessiner une caricature où il se présente avec Germaine dans un lit, tandis qu'Odette, son ex donc, les surprenait en flagrant délit. Tout ça ne sera que le début de pas mal d'autres mésaventures. Bref, pendant 2-3 ans à peu près, Picasso va faire de nombreux allers-retours entre Paris et Barcelone en continuant à peindre des toiles bleues, toujours très mélancoliques. Mais bientôt, une nouvelle rencontre pour lui va apporter des nouvelles couleurs à sa palette, parce que là c'était un peu fade. Alors oui, au début des années 1900, Picasso il va s'installer dans une toute petite chambre de bonne avec Max Jacob, qui est un poète français qu'il a rencontré lors d'une exposition. Et là clairement c'est pas le grand luxe, hein. Il y a juste un seul lit qu'ils vont partager d'ailleurs à tour de rôle. En fait Picasso il dormait le jour pour peindre la nuit, tandis que Jacob il dormait la nuit quand il rentrait de ses petits boulots. C'était pas très confortable quoi. Et puis bon après on n'a jamais trop su quelle était la vraie nature de leur relation et si elle était très saine quoi. Ça, je sais pas. En fait selon certains historiens, le coloc Max Jacob, il n'était pas très à l'aise avec sa propre homosexualité et il aurait fini par tomber fou amoureux de Picasso. Et ce dernier, il en aurait joué. D'ailleurs, certains rumeurs disent même que Picasso serait en partie responsable de la mort de son coloc Max. Mais je vous le garde pour plus tard. En tout cas, à ce moment-là, on est quand même en 1904 quand Picasso déménage dans le Bateau Lavoir, qui est en gros une cité d'artistes de Montmartre. Il va y rester d'ailleurs plusieurs années. Et c'est d'ailleurs à cette période, quand il a alors 23 ans, qu'il va rencontrer celle qui va tout changer pour lui, Fernande Olivier. Alors Fernande, c'est une artiste intelligente, au caractère affirmé, et c'est aussi une modèle qui vient poser régulièrement pour les artistes du Bateau Lavoir. Alors Picasso, c'est simple, il va tomber amoureux d'elle, et très vite, il insiste pour qu'elle s'installe avec lui dans son tout premier appartement. Elle va accepter tout ça. Sauf que sans le savoir, Fernande, elle redonne à Picasso son goût de vivre. Et ensemble, ils vont alors beaucoup sortir dans les cafés, les cabarets, les musées, bref, ils vont s'amuser. Et ça se voit aussi à travers les peintures de Picasso. Parce que petit à petit, sa palette change, les thèmes deviennent plus festifs, les couleurs plus joyeuses. C'est ce qu'on appelle alors la période rose de Picasso. Et d'ailleurs, tout lui sourit à ce moment-là. Il va trouver 2 nouveaux mécènes qui vont lui acheter de nombreuses toiles. Et là, pour lui, ça y est, c'est fini la galère. Mais c'est durant l'été 1906 que Picasso va emmener Fernande à Gossol. C'est un petit village au nord de l'Espagne. Et là, ce séjour, il sera très important pour l'artiste, car c'est dans ce village qu'il va avoir l'idée d'une des œuvres les plus importantes de sa carrière. De retour à Paris, Picasso va rencontrer celui qui sera à la fois un grand ami, mais aussi son plus grand rival, ce sera un peintre aussi, Henri Matisse. Et il a 12 ans de plus que lui. Et Picasso, à ce moment-là, il a qu'une seule ambition, c'est faire mieux que lui. Et pour ça, il va se nourrir de plusieurs influences, comme l'art primitif ou alors les masques africains. Et d'ailleurs, en juillet 1907, il achète son œuvre qui s'appelle Les Demoiselles d'Avignon. Et d'ailleurs, ça va faire polémique à l'époque. Au début, donc, les gens s'en foutent, ou en tout cas, ils trouvent ça trop bizarre. Et ce sera que plus tard que ce sera considéré comme l'un des tableaux les plus importants de l'histoire de l'art. Et d'ailleurs, la première œuvre cubique du monde. D'ailleurs, étonnamment, le tableau, il n'a rien à voir avec la ville d'Avignon, en France. En fait, il fait plutôt référence à Avignon, qui est un quartier chaud de Barcelone, où Picasso allait souvent avec ses potes. Le temps passe, on est en 1909, et sa situation financière s'améliore encore plus, qui va lui permettre de louer un plus grand appartement avec Fernande. Et même si le couple, là, a l'air vraiment éperdument amoureux en apparence, la réalité est bien différente. En fait, en privé, il se trouve que la relation entre Picasso et sa muse, Fernande, n'est pas toujours idyllique, quoi. Parce qu'il faut dire que Fernande, elle est pas mal. Et il le sait. Et du coup, elle attire beaucoup le regard des autres hommes. Picasso, c'est un gars qui est jaloux. Et il a un peu de mal à gérer, quoi. Sauf que rappelez-vous aussi, c'est que le métier de Fernande, c'était entre autres d'être modèle. Et donc de poser pour d'autres artistes. Sauf que Picasso, ça l'insupporte et il refuse. Et il lui a interdit d'être la modèle d'autres hommes que lui. D'ailleurs, il aura tellement peur de cette trahison qu'il ira même jusqu'à enfermer Fernande toute la journée dans son atelier. Histoire d'être sûr qu'elle ne commette pas de faute et qu'elle n'aille pas poser pour d'autres peintres, quoi. Et un jour, il l'aurait surpris dans un café alors qu'elle avait bravé son interdiction. Et à ce moment-là, fou de rage, il serait venu directement pour la gifler devant tout le monde. Ça nous donne une petite idée du niveau de jalousie quand même.
En tout cas, pour finir sur cette anecdote, ce secret-là, justement, Fernande, elle n'en aurait pas voulu à Picasso, justement, d'être aussi jaloux et un peu plus que ça, quand même. Comme elle l'écrivait d'ailleurs dans son livre « Picasso et ses amis », qui a été publié bien plus tard. Picasso, en raison d'une sorte de jalousie morbide, me gardait recluse. Mais avec du thé, des livres, un divan et peu de ménage à faire, j'étais heureuse. Très heureuse. Bon, apparemment, ça allait pour elle. Mais bon, en tout cas, le pire, c'est qu'elle aurait quand même eu des raisons de lui en vouloir. Parce que déjà, depuis quelques mois, il se trouve que Picasso, lui, il fréquentait une autre femme, qui s'appelait Eva Gouel, et qu'il surnommait d'ailleurs Ma Jolie. Et dans sa tête, à Picasso, à ce moment-là, Fernande, ça y est, c'est parti. Elle n'existe plus. À un moment, elle va finir par apprendre la liaison, elle en aura le cœur brisé. Et elle mettra alors fin à cette liaison, après quand même plusieurs années d'amour passionné. Et si en tout cas là, cette relation avec elle va finir sans trop de drama, on va dire, ce sera pas le cas avec les prochaines. Bon, on est alors en 1917. Et Picasso, il n'est pas au top de sa forme. Pourtant, au niveau pro, il commence quand même à se faire un nom dans tout Paris. Mais dans sa tête, le cœur n'y est pas. Parce qu'il se trouve que sa maîtresse, Eva Gouel, elle est malheureusement morte, emportée par un cancer. À ce moment-là, Picasso, il sombre alors peu à peu dans une dépression silencieuse. Et il met alors toute son énergie à travers ses toiles. Et puis, rappelons aussi que niveau politique, c'est pas non plus la joie. En fait, depuis quelques années, la guerre, elle a éclaté entre la Triple Alliance et la Triple Entente. Et ça va plonger le monde dans un conflit qui prendra fin bien plus tard. À ce moment-là, du coup, on est donc littéralement en pleine Première Guerre mondiale. Ceci dit, Picasso il a quand même une chance, parce que comme l'Espagne n'est pas dans le conflit, il n'est pas réquisitionné sur le terrain. Bon, en tout cas, pour se changer les idées, il participe à un nouveau projet, la création des décors et des costumes du ballet Parade, qui est monté là par la compagnie des ballets russes. Et à ce moment-là, la compagnie est à Rome et Picasso les rejoint avec son ami, le poète et auteur du spectacle Jean Cocteau. Et c'est alors à ce moment-là qu'il va rencontrer Olga Koklova, qui est une jeune danseuse russe, qui est fille de colonel, de 10 ans sa cadette. Et là, écoutez, je pense que vous avez compris un peu la formule, c'est l'amour fou. Et c'est tellement l'amour fou que Picasso et Olga vont se marier à Paris et 3 ans plus tard, ils vont même donner naissance à leur premier enfant, Paul. Là, pendant des années, ça y est, la vie est plutôt douce chez les Picasso. Olga et Paul servent régulièrement de modèle à Picasso. Et personne ne manque de rien. Mais peu à peu, la relation entre Olga et Picasso, elle se délite un peu, ça y est, ça part quoi. Et là, Picasso, il va pas se priver d'aller voir ailleurs. Et quelques années après, il va fréquenter une certaine Marie-Thérèse Walter. Sauf que là, le temps a passé. Et lui, à ce moment-là, Picasso, il a 45 ans. Et Marie-Thérèse, elle est un peu plus jeune. Elle a 17 ans. Sauf que elle va quand même rester sa muse, un modèle de ses peintures pendant près de 10 ans. Sauf que derrière cette histoire que tout Paris peut voir, en vrai, dans les coulisses, c'était un petit peu différent. Bien plus tard, en 1974, alors que Marie-Thérèse, là, elle a bien vieilli, elle a 65 ans, elle va avouer au micro de France Culture que les rapports qu'elle avait avec Picasso à l'époque, ils n'étaient pas toujours consentis. En fait, elle le dira avec ces termes. Picasso vole d'abord la femme, comme Renoir, puis on travaille. En tout cas, une réalité, selon ses mots, assez crue, et qui montre quand même que Picasso, il avait un vrai souci avec le fait de dominer, et notamment dans l'intimité. D'ailleurs, c'est un sujet, ça, qu'on retrouve beaucoup dans ses œuvres, et qui est loin d'être une thématique isolée. Et c'est vrai qu'on l'oublie aussi, mais il a réalisé des dizaines d'œuvres, où littéralement, il intitulait l'œuvre Le Vide. Bon, en tout cas, même si la relation entre Picasso et Marie-Thérèse, à l'époque, a priori au niveau de la morale, ça avait pas l'air de poser souci, le temps a passé et aujourd'hui c'est tout différent. Aujourd'hui, ça s'appellerait de la pédocriminalité par exemple, et c'est punissable par la loi. D'ailleurs, selon certains historiens, donc c'est pas sûr encore, mais Picasso serait même allé jusqu'à inscrire sa nouvelle maîtresse dans une colonie de vacances à 2 pas de là où il se trouvait lui-même en vacances. Et c'était alors pour lui la planque parfaite pour pouvoir rendre visite à sa maîtresse, tout en se la coulant douce avec son épouse officielle, avec qui il avait déjà fait le coup avec son ex de l'époque. C'est quand même récurrent quoi. Mais apparemment, c'est ça encore plus glauque, c'est que Picasso, il profitait en fait de cette colonie de vacances pour observer les camarades filles de Marie-Thérèse qui étaient parfois bien plus jeunes qu'elle. Bon, c'est en tout cas à ce moment-là, au détour des années 30, que Picasso crée l'une des figures les plus troublantes de sa carrière, son alter ego artistique, le Minotaure, qui est une créature là issue de la mythologie grecque. En fait, à travers ses œuvres, vous voyez, le Minotaure, ça devient l'incarnation de sa propre fougue sexuelle et créatrice, qui écrase, qui possède, et le plus souvent des femmes. Et pourtant, malgré cette violence, Marie-Thérèse va finir par tomber enceinte de Picasso et elle donnera naissance à Maya, qui sera la première fille et enfant illégitime de Picasso. De son côté, sa femme, Olga, elle va finir par apprendre la tromperie de son mari. Elle va alors se barrer dans le sud de la France avec leur fils qui est âgé de 14 ans. Elle va alors demander le divorce, mais Picasso va refuser pour une question d'argent. Olga Koklova, ma grand-mère, est morte seule. Il lui restait juste un vison dont elle couvrait ses jambes paralysées. Il l'a abandonnée et ne l'a plus revue. Il a utilisé ses femmes pour produire, puis s'en est détourné lorsqu'elles ont vieilli. Comme de mon père, Polo. Il a fait des croquis délicieux de lui enfant, et rien par la suite.
dans l'œuvre de Picasso, les femmes, elles sont partout. Et d'ailleurs, c'est l'une de ses principales sources d'inspiration. Force est de constater qu'à chaque fois, ça finit pas très bien, notamment avec celle qui arrive. Bon, à ce moment-là, on est en 1936, et à Paris, on célèbre à l'arrivée au pouvoir du Front Populaire, mais en Espagne, c'est pas du tout la même ambiance. Parce que là aussi, le Front Populaire, il vient tout juste d'être élu. Mais un groupe militaire nationaliste, qui est mené par le général Franco, en a décidé autrement. En fait, c'est à ce moment-là une guerre civile meurtrière qui éclate dans tout le pays, entre les républicains et les franquistes, et qui va durer près de 3 ans. Et Picasso, il a beau être espagnol, la guerre, il s'en tape, quoi, il s'en fout. D'ailleurs, certains disent même qu'il est assez indifférent à tout ça. Sauf que, à un moment, ce sera quand même, encore une fois, une femme qui va le faire changer d'avis. Elle s'appellera Dora Maar. Alors c'est une femme sublime, une intellectuelle brillante, qui est politisée aussi, et qui est en même temps l'une des photographes les plus talentueuses de sa génération. Et quand Picasso, il la rencontre pour la première fois en 36, elle a 28 ans, et lui, il en a 54. Mais il est fasciné, presque envoûté par elle. Alors Picasso, il a toujours eu du faible pour les femmes de caractère. Ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal, puisque quand une femme s'opposait à lui, il pouvait se montrer très sévère. Quand une femme l'ennuie, il se montre avec elle parfaitement odieux. Si elle s'éloigne, il est furieux. Si elle lui fait des reproches, il la bat. En bon espagnol, il considère la femme comme une esclave. Voilà, les mots sont dits, du coup. Mais en tout cas, très vite, Picasso et Dora Maar, ils vont devenir amants. Et en tout cas, elle sera le déclencheur de l'une de ses œuvres les plus populaires. Parce que le 26 avril 1937, la petite ville de Guernica, donc dans le nord de l'Espagne, est bombardée par l'aviation nazie. Et ça fera plus de 1500 morts. La violence de l'événement choque le monde entier, y compris Picasso, mais pourtant, il a l'esprit perturbé par autre chose. Parce que le gouvernement républicain espagnol lui a commandé une grande fresque murale pour représenter l'Espagne à la prochaine exposition universelle de Paris. Mais le truc, c'est que le temps passe et l'inspi, ça lui vient pas à Picasso. Et c'est alors sa compagne, Dora Maar, donc, qui va lui souffler l'idée. En fait, il faut qu'il représente la guerre civile espagnole. Et c'est alors comme ça que Guernica, qui est une toile immense de presque 3,50 m sur presque 8 mètres, voit le jour et qui deviendra l'une des œuvres les plus connues de Picasso. En fait, derrière tout le process créatif, Dora Maar, elle est toujours là. Elle documente, elle photographie tout, elle encourage son amant. Et du coup, grâce à elle, Picasso, qui était déjà très populaire à l'époque, ça devient là une superstar. On loue même son patriotisme. Et en vrai, non, il n'est pas spécialement militant, Picasso. À vrai dire, il est un peu comme la majorité des Français, quoi. Il est ni résistant, il est ni collabo. Parfois, les nets, ils viennent lui rendre visite dans son atelier, mais on l'embête pas trop, quoi. Il fait sa vie. Après, il y a aussi un petit détail qui fait que du coup, il a pas trop été embêté, c'est que il était en fait sous la protection d'un artiste allemand qui s'appelle Arno Breker. Et Arno Breker, c'était le sculpteur officiel du Reich. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de son ami Max Jacob, avec qui il était en colloque à ses débuts à Paris? Eh bien, il était juif. Et si ça posait pas trop de problèmes jusqu'à là, à partir de l'arrivée des nazis, ça devient un peu plus embêtant. Il sera finalement arrêté, emmené dans le camp de concentration de Drancy, où finalement il sera exécuté. Là, en tout cas, beaucoup de gens pensent que Picasso aurait pu empêcher ça parce qu'il avait quand même de l'influence, il aurait pu jouer de ses relations. Mais apparemment, il aurait préféré ne rien faire parce qu'il aurait eu peur de perdre son statut de privilégié. Bon, en tout cas, toujours est-il qu'à la fin de cette décennie, Picasso va mener une triple vie. D'un côté, il y aura son épouse officielle, donc Olga Koklova, mais qui voit à peine. Et de l'autre, il y a Marie-Thérèse Walter, et qui est la mère donc de sa fille illégitime Maya, qui, elle, de son côté, est une femme douce, silencieuse, toujours très éprise de Picasso. Et puis, il y a enfin Dora Maar, donc sa nouvelle maîtresse, avec un esprit vif et qui est une artiste talentueuse. Mais au bout d'un moment, il se trouve que Picasso, il va en avoir marre que la dernière, Dora Maar, elle prenne trop la lumière, quoi. Et du coup, il va alors tout faire pour l'éteindre. D'abord, un peu discreto, il va lui retirer son rôle de photographe officiel de son atelier. Ensuite, il va lui interdire de faire de la photo. Et il va lui imposer de se mettre à la peinture. Sauf que ce sera pas du tout le style de Dora, quoi. Et elle va faire du sous-Picasso, quoi. Et ça va être une raison en plus pour Picasso de l'humilier. Et à côté de ça, il va la battre, et vraiment en tapant si fort que parfois elle finira par s'évanouir. Bref, face à toute cette violence, Dora Maar, elle éclatait souvent en sanglots. Et c'est alors là que ça devient encore plus pervers. Parce qu'en 1937, Picasso a peint à peu près 53 tableaux qui s'appellent « La femme qui pleure ». Sauf que la femme qui pleure, c'est plutôt la femme à côté de lui, Dora Maar. Il se nourrit surtout de la souffrance de sa maîtresse, comme si ça devenait un sujet fascinant pour lui à peindre. Et le pire là-dedans, c'est qu'il assume complètement en fait ce côté très problématique de sa personnalité. Pour moi, Dora est une femme qui pleure. Pendant des années, je l'ai peinte en forme torturée. Non par sadisme, mais par plaisir. Je ne pouvais que donner la vision qui s'impose à moi. C'était la réalité profonde de Dora. Et du coup, face à ces crises de larmes qui étaient jugées incontrôlables selon Picasso, il ira même jusqu'à faire interner sa maîtresse en asile psychiatrique, où elle subira alors des électrochocs pendant 3 semaines. Et à ce moment-là, pour Picasso, c'est bon, Dora Maar ne l'intéresse plus. Mais bon, comme toujours avec Picasso, vous verrez que les femmes sont jamais très loin de sa vie. Alors pour le meilleur et
et aussi surtout pour le pire. Bon, à partir des années 1943, on est toujours en pleine Seconde Guerre mondiale, et à ce moment-là, tout s'effondre et tout se réorganise dans la vie de Picasso. Marie-Thérèse, elle est définitivement mise à l'écart. Dora, là, sa maîtresse, qui est en asile psychiatrique, elle est brisée, et son ami Max Jacob est mort. Et lui, Picasso, à ce moment-là, il a la soixantaine passée, et il est au sommet de son art. En fait, il faut vraiment vous dire qu'à l'époque, il est l'un des rares peintres du XXe siècle à se voir devenir une immense star, mais de son vivant. Et cette célébrité, honnêtement, il aimait bien en jouer. Comme par exemple, quand il allait au restaurant, il signait simplement une nappe pour payer l'addition. Et c'est donc à ce moment-là, en 1943, que son monde va basculer à nouveau quand il rencontre la jeune Françoise Gillot. Elle est jeune, elle a 21 ans, lui un peu plus, 61. Elle est étudiante en droit, elle est vive d'esprit, et comme lui, elle aime bien peindre. Et à vrai dire, elle ne tombe pas du tout sous son charme. Il y a quand même 40 ans qui les séparent. Sauf que Picasso, lui, il adore. Il adore parce qu'elle lui résiste et il trouve ça enivrant. Et du coup, peu à peu, en tout cas, la femme qui pleure, donc son ancienne maîtresse, Dora Maar, elle est remplacée dans ses tableaux par la femme fleur, à savoir Françoise Gillot. Il faudra attendre quelques années pour que leur relation soit officialisée et qu'ils emménagent ensemble dans le sud de la France. Et d'ailleurs, là, cette période, c'est assez joyeux dans la peinture de Picasso, car il s'inspire des couleurs vives et des ambiances de la Méditerranée. Assez rapidement, Picasso, il aura envie de faire des enfants avec elle. Et ils en auront deux. Déjà Claude, qui naît en 47, et Paloma, qui naît en 49. Et d'ailleurs, plus tard, Françoise lui dira elle-même, les meilleures années de sa vie avec Picasso, c'était les premières. Parce que, à ce moment-là, il ne se voyait pas souvent. C'est que le quotidien avec l'artiste, c'est pas vraiment une partie de plaisir. Déjà parce que Picasso, à la maison, il aide vraiment pas beaucoup. Il laisse vraiment tout le taf à Françoise. Et en même temps, lui, il veut vraiment se consacrer à son art et à la peinture. Et puis, Picasso, à ce moment-là, il est plus tout jeune, 60 balais et tout. Et plus il vieillit, plus son humeur, elle est pourrie au réveil, sans trouver une raison valable de se lever. Alors, ce qui fait que tous les matins, Françoise doit venir à son chevet et le complimenter, lui dire à quel point il est génial pour que, il se lève, fait sa vie de Picasso, quoi. Bon, malgré toutes les contraintes de cette nouvelle vie, malgré les humeurs de Picasso, Françoise, elle reste. Sans doute par amour, peut-être par fascination. Et parce que, en vrai aussi, intellectuellement parlant, c'était quand même pas mal tous les deux. Mais il suffira de quelques mois de trop pour que là, Françoise remette tout en question au niveau de leur relation. Déjà, entre Picasso et Françoise, il y a eu des disputes violentes. Et quand il y avait des disputes, Picasso pouvait tout à fait prendre sa clope, l'écraser, allumer sur la joue de Françoise. Et d'ailleurs, de cette brûlure, elle en gardera une cicatrice à vie. Mais c'est pas tout. Il y a aussi une fois où, par exemple, Françoise a décidé d'inviter une amie pour boire le thé. Et là, à ce moment-là, dans un excès de colère, Picasso aurait alors projeté l'ami contre un lit et en lui disant « Maintenant, je vais vous faire des enfants ». Et ça, c'est sans compter toutes les humiliations quotidiennes qu'il faisait subir à Françoise. Comme quand, par exemple, il la voyait pleurer, coup d'inspiration pour lui, il se mettait soudainement à la dessiner en lui disant qu'elle avait une figure merveilleuse aujourd'hui. Bref, comme avec Dora Maar, 13 ans auparavant, il trouvait dans la souffrance de Françoise une jouissance personnelle, mais aussi une vraie inspiration pour son travail. Alors Françoise va faire ce qu'aucune autre n'avait fait avant elle. Elle va se barrer. En 1953, elle fait ses valises et elle prend ses enfants avec elle. D'ailleurs, elle finira par enfoncer le clou encore plus en écrivant un livre appelé « Vivre avec Picasso » qui sortira quelques années après. Et dans ce livre, elle va tout raconter. Son quotidien avec l'artiste, ses humeurs changeantes, ses violences. Picasso, quand il découvre le bouquin, il est furax. Il fera alors tout pour empêcher sa parution, allant même jusqu'à porter plainte contre la maison d'édition. Mais ça va pas marcher. Le livre sortira quand même et rencontrera un bon petit succès. Sauf que Picasso ne s'arrêtera pas là. Il fera alors jouer tous ses contacts pour boycotter Françoise dans tous les salons d'artistes en France. Et d'ailleurs, ça marchera parce que cette dernière sera obligée de s'expatrier aux États-Unis pour faire carrière. En tout cas, Françoise, ça a été la seule femme à avoir osé s'opposer à Picasso et parler de lui de son vivant. Mais en tout cas, à partir de là, elle a ouvert une brèche dans tout le discours merveilleux et de superstar de Picasso. Chaque fois que je change de femme, je devrais brûler la précédente. Comme ça, j'en serais débarrassé. Elle ne serait pas là à me compliquer la vie et je pourrais peut-être retrouver la jeunesse. Du coup, tout au long de sa vie et dans son œuvre, Picasso a toujours été obsédé par l'idée du chaos et de la destruction. Et ça, il va nous le prouver jusque dans la tombe. Alors voilà, du coup, Françoise s'est barrée et à ce moment-là, Picasso, il est tout seul. Enfin, pas tout à fait tout seul. Parce qu'à ce moment-là de sa vie, il a 70 ans et Picasso, c'est une rockstar vivante. Sauf qu'en plus de ça, il y a plein de gens qui gravitent autour de lui
et de son art. Il y a des critiques, mais il y a aussi des marchands d'art, il y a des admirateurs. Et c'est alors à Vallauris, qui est un petit village du sud de la France, que là, l'artiste s'est définitivement établi, loin de la frénésie parisienne. Et c'est alors dans ce village qu'il rencontre en 1952 celle qui deviendra sa toute dernière muse, Jacqueline Roch. Et en fait, à ce moment-là, son histoire avec Françoise, elle n'est pas encore terminée, que lui, il a un coup de cœur pour la jeune femme qui a 26 ans. Sauf que Jacqueline, c'est pas une artiste, c'est pas une intellectuelle. En fait, elle travaille dans l'atelier de céramique Madoura, et où Picasso va régulièrement. Et Jacqueline, faut le dire, elle est absolument fascinée par Picasso. Elle est fascinée par son travail, sa créativité, mais aussi par sa vivacité, alors qu'il a à ce moment-là 71 ans. Sauf que elle a quand même le bon goût de pas tenter de rivaliser avec lui. Et comme elle le disait si bien elle-même, elle était très lucide sur son sort, j'ai envie de dire, on ne fait pas d'ombre au soleil. Finalement, ils finissent par se fréquenter et tout. Et en 55, ils s'installent ensemble à la villa La Californie, sur les hauteurs de Cannes. Et justement, dans ces années-là, Olga Koklova, donc sa femme légitime depuis 1918, elle finit par décéder. Et là, Picasso, qui l'a trompé toute sa vie, il peut de nouveau se marier, comme il n'avait jamais divorcé avec l'autre. Et du coup, il va donc épouser Jacqueline en 1961. Et grâce à elle, il trouve alors une forme de stabilité. Elle va alors veiller sur lui, elle va organiser son quotidien, filtrer les visiteurs de passage. Et surtout, elle devient aussi son obsession picturale. Rien que sur l'espace d'une année, il va la peindre plus de 160 fois. D'ailleurs, après leur mariage, le couple s'installe dans le domaine de Notre-Dame-de-Vie, à Mougins, et toujours dans le sud de la France. Et c'est d'ailleurs là que Picasso passera les dernières années de sa vie. Et du coup, à plus de 80 ans, Picasso n'a plus qu'un objectif, peindre le plus possible. Et sa fin de vie est d'ailleurs une des périodes les plus prolifiques de sa carrière, où il va rendre hommage à des grands maîtres de la peinture, comme par exemple Velázquez ou Delacroix. Sauf qu'en contrepartie de ça, Picasso s'isole de plus en plus. D'une part parce que la plupart de ses potes artistes, depuis, ils sont morts, mais aussi et surtout parce que ça l'ennuie de voir du monde. Et d'ailleurs, même pour sa famille, ça devient très compliqué de le voir. Et quand ils réussissent enfin à voir Picasso, ça devient plus une audience royale, quoi. Il l'accepte, il daigne enfin recevoir le bas peuple. D'ailleurs, de son côté, sa femme, Jacqueline Roch, elle se forge une mauvaise réputation. En fait, on l'accuse d'empêcher les enfants et les petits-enfants de voir Picasso. Bon, après, la vérité un peu plus nuancée, c'est qu'en vrai, même Picasso lui-même, comme vous l'avez un peu pressenti, il s'en foutait un peu d'entretenir les liens familiaux. Et en vrai, c'était pas vraiment un papa poule, ni même un gentil papy. Pour lui, la priorité, c'est simple, c'est l'art. Et ça le sera jusqu'à son dernier souffle. Et justement, Picasso finit par décéder le 8 avril 1973, dans sa propriété de Mougins, à l'âge de 91 ans. Au moment de son décès, il est alors au sommet de sa gloire, il est mondialement reconnu et surtout, il est immensément riche. Sauf que petite boutade avant de décéder, il a déclenché un raz-de-marée parce qu'il n'y a pas eu de testament. Et ce qui est d'autant plus étonnant que c'était totalement volontaire de sa part. Et pourquoi ? Parce qu'il savait qu'entre ses maîtresses, ses enfants, ceux légitimes, ceux illégitimes, sa succession serait un vrai carnage. Quand je mourrai, ce sera un naufrage. Quand un grand navire sombre, bien des gens autour sont aspirés par le tourbillon. Ce sera bien pire que ce que l'on imagine. Et il a eu raison. Il y avait deux héritiers potentiels qui pouvaient se partager le pactole. Déjà, son épouse, Jacqueline Roch, et son fils légitime, Paul. Sauf que très vite, ces trois enfants issus d'adultère se sont lancés dans des procédures judiciaires pour obtenir leur légitimation et donc leur part de l'héritage. Et ce qui fait que pendant des années, ça a été un énorme bordel entre tout ce petit monde. Sauf que au-delà de cette succession chaotique, les drames vont s'enchaîner dans la famille Picasso. Un peu comme si Picasso lui-même avait anticipé toute cette folie. Parce que alors que Picasso vient de mourir, son petit-fils de 24 ans, Pablito, il veut voir une dernière fois le corps de son grand-père. Mais quand il tente d'entrer dans sa propriété, il se fait chasser. Et d'ailleurs, on menace même de lâcher les chiens à sa poursuite. Là, il est alors désespéré et fou de chagrin et il va boire de l'eau de Javel avant de mourir 3 mois plus tard, d'une très lente agonie. Et puis 2 ans plus tard, ce sera le fils aîné de Picasso, Paul, qui va mourir d'un cancer du foie. Alors ce à quoi vous me direz qu'un cancer, malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui. Et que Picasso n'a rien à voir là-dedans. Et sauf que Paul, du coup, son fils, il est mort à cause de son alcoolisme, et dans lequel il est tombé à cause des humiliations de son père. Et tout ça s'était encore plus renforcé après la perte de son fils, donc Pablito. 2 ans plus tard, c'est Marie-Thérèse Walter, elle finit par se prendre dans son garage. Et enfin, pour finir en beauté, ça sera Jacqueline Roch, donc sa dernière épouse. Alors qu'elle était en train de régler les derniers détails pour une exposition sur Picasso, à ce moment-là, elle est isolée et en conflit avec toute la famille. Elle décide alors de se tuer une balle dans la tête. Bref, vous l'avez compris, Picasso, c'est l'histoire d'un artiste qui a révolutionné le monde de la peinture
et qui a laissé derrière lui une œuvre absolument colossale. Mais derrière la carrière artistique, il y avait aussi un homme profondément violent et misogyne, et qui avait surtout un bon goût pour la perversité, en prenant un vrai plaisir quand même à détruire tout ce qui touchait. En tout cas, en 2023, pour les 50 ans de sa mort, il y a quand même près de 42 expositions qui ont été réalisées à travers le globe. Toutes célébraient bien entendu son talent, mais très peu montraient cette facette beaucoup plus sombre de lui. Et en même temps, le problème avec Picasso, c'est que c'est difficile de dissocier l'homme de l'artiste, quand on voit à quel point son art était quand même lié à ses violences, et à quel point il était nourri en fait par les désastres qu'il faisait autour de lui. J'avoue que j'ai appris beaucoup aussi sur la vie de Picasso, je ne pensais pas qu'il était à ce point-là un homme si problématique, donc n'hésitez pas à débattre de tout ça en commentaire. En tout cas, merci pour avoir vu la vidéo de Picasso, on se dit à la prochaine, faites de beaux rêves.